Vous écoutez France Inter, il est 17h. Les infos, Boris Allier. Se prélasser sur la plage, randonner en montagne, profiter de la campagne. De nombreux Français en rêvent en ce moment. Le Premier ministre se veut rassurant. Vous pourrez partir en vacances en France en juillet et en août. Voilà ce que dit Édouard Philippe à l'issue d'un comité interministériel consacré au secteur du tourisme. Plusieurs mesures annoncées pour un coût, Audrey Morel-Atto, qui pourrait atteindre les 18 milliards d'euros. C'est un véritable arsenal annoncé par Édouard Philippe. D'abord, les mesures de soutien qui vont continuer, les exonérations de cotisations prolongées jusqu'aux réouvertures, le chômage partiel maintenu dans les conditions actuelles jusqu'à fin septembre. Le fonds de solidarité, lui, reste ouvert jusqu'à la fin de l'année pour les entreprises de moins de 20 salariés. Et puis, il y a l'après, la relance, avec 1,3 milliard d'euros d'investissement en fonds propres de la Caisse des dépôts. Ils vont s'accompagner de 7 milliards d'euros privés et vont financer des projets de toute taille, mais avec un objectif commun, renforcer le tourisme durable et le numérique. Enfin, le gouvernement présentera dans les prochains jours un plan tourisme pour ceux qui ont vécu le plus difficilement le confinement, a dit le Premier ministre. Comprenez les foyers les plus modestes. Il pourrait s'agir de chèques vacances à dépenser en France. Audrey Morel-Atto, quant au restaurant et au café, il pourrait être rouvert dès le 2 juin dans les départements verts. La date et les modalités seront précisées le 25 mai. Pour les futurs vacanciers qui prennent le train, il sera possible de réserver des sièges dès demain. La SNCF va ouvrir les réservations pour cet été et elle précise que les billets seront échangeables et remboursables en cas d'annulation liée à l'évolution de l'épidémie. Des caméras installées à l'aéroport Charles de Gaulle, pas pour surveiller les allées et venues des voyageurs, mais pour repérer ceux qui auraient une température supérieure à 38 degrés. Aéroport de Paris a acheté 12 caméras thermiques pour convaincre que le transport aérien est un transport sûr, selon les mots du directeur exécutif d'ADP. Les dirigeants de Sanofi seront reçus la semaine prochaine à l'Élysée après les propos polémiques du patron du groupe français. Paul Hudson assure que, vu l'application des États-Unis dans la recherche, ils seront prioritaires en cas de découverte d'un vaccin. Un vaccin doit être un bien public mondial, réagit le chef de l'État aujourd'hui. Sanofi, qui n'est évidemment pas le seul laboratoire à travailler sur un vaccin, l'Agence européenne des médicaments estime qu'un remède pourrait être mis au point d'ici 1 an. C'est le scénario optimiste présenté par Marco Cavalleri, directeur médical de l'agence. Actuellement, on est déjà en lien avec environ 115 équipes de scientifiques qui cherchent à développer des traitements sur le Covid-19 et environ 34 équipes qui travaillent sur un vaccin. Notre ambition, c'est d'essayer d'avoir un vaccin disponible d'ici 1 an. Et bien sûr, c'est très important d'avoir des échanges avec les organismes qui réglementent ces recherches pour être sûr que tous les tests sont conduits de façon appropriée et que l'on ait une bonne vue d'ensemble sur l'innocuité et l'efficacité du vaccin qui sera produit. Marco Cavalleri, directeur médical de l'Agence européenne des médicaments. La recherche, c'est aussi cet essai baptisé Discovery. 4 traitements testés au niveau européen, dont la fameuse molécule chloroquine. Les résultats intermédiaires devaient être présentés aujourd'hui. Eh bien, il faudra attendre encore un peu. Il faut continuer à inclure de nouveaux patients dans cette étude, selon l'Institut national de recherche médicale. 2 policiers condamnés à 2 ans de prison ferme par le tribunal correctionnel de Marseille. Ce gardien de la paix et ce brigadier chef étaient jugés pour avoir roué de coups un adolescent de 16 ans dans une rue de la ville. C'était en 2018. Ils sont donc condamnés pour ce délit, mais aussi pour avoir menti en niant les faits pendant la procédure, selon le tribunal qui n'a pas prononcé de mandat de dépôt. Il y aura un procès Ikea en France. Le géant suédois de l'ameublement est renvoyé en correctionnel pour avoir mis en place un système d'espionnage de salariés et de clients. L'affaire avait éclaté en 2012. 2 anciens dirigeants d'IKEA France et des policiers sont poursuivis pour avoir surveillé certains salariés syndiqués et des clients en litige avec l'entreprise. Il faut rouvrir les parcs en Seine-Saint-Denis. Les appels se multiplient dans le département. Laissez-nous respirer, clament des élus dans une lettre adressée au Premier ministre. Le préfet, lui, a autorisé la réouverture du grand parc Georges Vabon à la Courneuve. Mais Thibault Lefebvre, c'est une expérimentation et les contrôles sont systématiques. Depuis ce matin, le parc est quadrillé par une vingtaine de policiers et 9 éco-gardes employés par le département. Excusez-moi monsieur,
Les pique-niques sont interdits. Avec son mégaphone et son masque sur le visage, Nicolas vient sensibiliser plus que réprimander Mathieu et ses 2 jeunes enfants, Georges et Lisa. Ils se sont installés sur une pelouse au bord du lac avec des sandwichs et des chips. Je ne sais pas si vous avez vu les affichages aux entrées des parcs qui indiquent un peu les règles. Non, j'ai rien vu de particulier. Même quand on sait les choses, il y a un certain nombre de gestes barrières qu'on n'a pas encore complètement intégrés. J'ai peut-être un peu tort, mais j'ai pas assez peur en fait. De l'insouciance donc, plus que de la malveillance. Les nouvelles règles sont pourtant simples à comprendre. Il faut circuler, déambuler, en aucun cas stationner ou se rassembler. Nicolas craint les prochaines semaines, notamment les week-ends et les jours fériés. Ça va être compliqué, ouais. C'est très difficile à faire comprendre aux gens puisque on sort de 2 mois de confinement. Les températures vont remonter, les gens vont plus ressortir. Si on respecte ces règles, on reviendra à la normale beaucoup plus rapidement que l'on ne pense. Il y a pour le moment une nouvelle règle qui est parfaitement appliquée, l'interdiction de se rassembler sur les aires de jeu pour enfants. Elles sont depuis ce matin grillagées et surveillées en permanence par des vigiles. Le reportage de Thibault Lefebvre dans le parc Georges Valbon à La Courneuve. Du lundi au jeudi, lumière dans la nuit sur France Inter. Et on traîne dans les rues, hein. Il est tard. C'est un peu la décadence, le sourire froid, je dirais. Ça veut rien dire, mais je pense que c'est mon ressenti. Édouard Baird. Mais sourire froid, vous êtes un poète, monsieur, parce que c'est une expression magnifique de dire un sourire froid. Je trouve qu'à partir du moment où on peut exprimer les choses, on est sauvé, vous croyez pas, quand on arrive à mettre un nom sur les choses. Lumière dans la nuit. Lumière. Ce soir sur France Inter, Édouard Baird. À partir de 22h. À 17h06 sur France Inter, on retrouve Charline Vanhoenacker et toute l'équipe de Par Jupidémie. Bonjour Charline. Bonjour Boris Allier, merci pour ces informations. En effet, nous aussi on en a plein des infos, alors allons-y. « 8h30 sur le groupe Skype de Par Jupidémie, Charline rappelle ses 2 camarades. Allô les amis, vous êtes là ? Ouais, on est là. Oui, on est là, non, on est oui, là. mais Yes. ça va, mais arrêtez de gueuler comme ça tout le temps, c'est... Qu'est-ce qu'il y a ? Mais on fait pas de bruit, qu'est-ce qui t'arrive ? Mais si, je vous entends, vous criez. Depuis le déconfinement, on dirait que la France se réveille et qu'elle a décidé de me casser les oreilles, quoi. Mais ça va, Alex, ou quoi ? Mais non, Qu'est-ce ça qui va t'arrive ? pas, là, on était bien tranquille, on faisait pousser des légumes, on faisait du footing dans les champs, et là, bim, la vie reprend, quoi. Boum. Alex, on va pas rester enfermé pendant 107 ans. Pourquoi pas ? Ah oui, faut vivre quand même, Alex. Mais on appelle ça vivre, mais c'est de la survie qu'on fait, voilà. Oh là là, et dis donc, t'as bien déconfiné ta mauvaise humeur. La toi, vie confinée, c'est le paradis, plus de gens, plus de politesse, plus de slip. Ah, ça c'est vrai, moi plus de soutien-gorge, le bonheur. Et voilà, et moi j'ai trouvé ça très bien de ne rien, de se recentrer sur soi, voilà. Ouais, tu veux dire se recentrer sur Pornhub ? On était très bien, moi et moi-même, donc... voilà. Ça va, Alexandre le Bienheureux ? Bah non, lui il avait un chien, alors ça j'en voudrais pas, ça fait du bruit, ça aboie. Oh là, mais il est devenu complètement misanthrope. Non mais Alex, tu voudrais pas non plus qu'on arrête de respirer ? Ah bah si, voilà, ça c'est une bonne idée, ça voilà, comme ça je serais vraiment tranquille. Plus d'émissions, plus de 17h17... Alex, et les brèves ? Quoi les brèves ? Mais moi je peux pas vivre sans les brèves. Ah ouais, carrément, les grands moyens, quoi. Oui, bah qu'est-ce que tu veux, je fais de la réanimation là alors. Ouais, bah vas-y. Charline, c'est vrai ? Les brèves te manqueraient ? Oui Alex, ça c'est sûr, hein, ouais. Mais tu me l'avais jamais dit. Ah, mais sans les brèves, je serais comme une tartiflette sans lardon. Comme le professeur Raoult sans chloroquine, je serais comme un ivre sans sa virgule. Mais Charline, mais ça me touche. Allez, au boulot. Attends, mais qu'est-ce qu'il faut pas faire quand même là ? Ouais, bah en tout cas, on en reparle la prochaine fois que tu me dis que je suis de mauvaise foi. Et je veux plus vous entendre. Bonjour la France Inter, vous écoutez l'émission et si vous venez d'entendre ce que je viens de dire, je vous le confirme, c'est que vous écoutez l'émission. Et voici la devise du jour, la mauvaise conduite est un chemin glissant bordé de ronces et d'épines et surveillé par un drone piloté par Didier Lallemand. Bonjour Juliette Arnaud. Bonjour Charline. C'est aujourd'hui que vous allez refermer le classique dont vous avez entamé la lecture lundi et qui est considéré comme la suite de l'Assommoir. C'est Nana d'Émile Zola. La cruauté de cette femme, tu sais, quand elle dit, en sortant de la maison... Attends une seconde, je cherche le passage. Quand elle sort de la maison, et tu sais, quand elle dit...
Attends. Oui. Bon, je ne trouve pas le passage. Ouais. Non, on va y aller, on va y aller. Bonjour Guillaume Meurice. Bonjour les amis. Vous avez pris des risques aujourd'hui avec un sujet plus clivant que le voile ou les cantines halal. Vous avez demandé aux gens dans la rue de parler du king de la chloroquine, le professeur Didier Raoult et son fameux protocole. Je prends tout d'abord une bonne demi-douzaine d'escargots bien dodus que je fais geler pendant plusieurs jours et que je fais baver afin d'en extirper toute la bave. On va avoir des problèmes. Bonjour Thomas Croisière. Oui Charline, il y a une légende urbaine qui dit que ce soir vous allez faire un petit apéro par Jupidémie et que vous faites ça à 800 km de chez moi pour que je puisse pas venir. C'est sympa. Faut pas croire les légendes urbaines. Non, c'est des légendes. Vous proposez un western. Je suis sûre qu'Alfred et Gaston, les tic et tac du Mini Ciné Club, ont aimé Alamo, film produit, réalisé et joué par John Wayne. C'est beau la transmission. Un tournage de film, ça ressemble exactement au trajet d'une diligence au Far West. D'abord, on espère faire un beau voyage, et puis très vite, on en vient à se demander si on arrivera à destination. Bonjour Alex Vizorek. Bonjour Charline, et vous savez que vous parlez tous les jours, c'était la chose qui me réjouissait le plus avant que j'apprenne que la Bundesliga recommence dès samedi. Comment voulez-vous faire le poids face à un excellent Schalke Dortmund à huis clos? Alors, une très belle Mannschaft aujourd'hui avec le Beckenbauer de la science, Max Bird, et la Harald Schumacher de la littérature, Clara Dupont-Moreau, qui a été séchée en plein vol, on peut le dire comme ça. Il y aura également le choix musical de Mélanie Bauer, qui fait plus souvent la part belle aux réservistes qu'aux titulaires. Ajoutez à cela un dessin cynique, des exercices pratiques, un journal volcanique, et on a un programme digne du Bayern de Munich. C'est incroyable. J'ai rien compris à tout ce que vous avez dit. Oui, c'est pas grave, c'est entre gens qui aiment le foot. Rien du tout. Ça ne m'empêchera pas de continuer, de faire cette émission. Allons-y. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek, par Jupidémie. Alors quand j'ai su quel chroniqueur avait la tâche aujourd'hui d'ouvrir cette émission, j'ai pensé à l'oiseau qu'il caractérise par son nom de famille. J'ai repensé donc à cette fable de La Fontaine, l'hirondelle et les petits oiseaux. Une hirondelle, en ses voyages, avait beaucoup appris. Et alors cette phrase m'a foutu un de ces seums. Mais t'as entendu le virus? C'est en voyageant qu'on apprend, hein? C'est rien que du flan, les vacances apprenantes, là, si on peut pas voyager. Sauf avec Max Bird, bien sûr. Alerte, invasion. Alerte, invasion. C'est une invasion. En ce moment même, mes amis, en Amérique du Nord, un organisme mutant se répand à grande vitesse. C'est le cochon sauvage géant. Oui, en ce moment, en Amérique, il y a des cochons sauvages géants qui prolifèrent dangereusement. C'est des cochons nés de l'hybridation entre des porcs domestiques et des sangliers. Et on parle d'une énorme bestiace pouvant dépasser les 200 kilos. Ils sont armés de défenses acérées, ils ravagent tout sur leur passage et se reproduisent comme des lapins. Accrochez-vous, c'est dingue. Tout a commencé vers le début des années 90, quand des agriculteurs canadiens ont importé plein de sangliers d'Europe pour diversifier leur production de viande porcine. Seulement, ils avaient oublié un détail. C'est dégueulasse, la viande de sanglier. Enfin, en tout cas, les Canadiens n'en raffolaient pas de ouf. Les gars se sont donc retrouvés avec trop de sangliers. Et plutôt que de zigouiller eux-mêmes les bêtes en trop, ils les ont tout simplement relâchés dans la cambrousse, laissant le rude climat canadien faire le sale boulot. Et tout le monde en était convaincu à l'époque. Ces animaux non adaptés au froid ne passeront jamais l'hiver. Bon, ils ont passé l'hiver. Et le suivant, et encore le suivant. Et comment ont-ils fait pour survivre aux températures extrêmes du Grand Nord? Eh bien, tenez-vous bien. Ces sangliers ont fabriqué des igloos. Des igloos! Ces gros cochons bourrins, ils ont réussi à creuser des abris dans la neige. Ils ont même enfoui des roseaux de manière à former une couche de neige isolante pour rester au chaud. C'est des génies, ils vont conquérir le monde, Charline. Alors cette opération balance ton porc dans la nature s'est soldée par un terrible effet boule de neige. Car les sangliers se sont rapidement reproduits avec des cochons domestiques, donc. Et ensuite, c'était parti pour la multiplication incontrôlable des gremlins. En gros, tu fous 2 cochons sauvages ensemble à Noël. Eh ben, au printemps, t'en as 8. Donc faites le calcul, depuis les premières générations des années 90,
ça en fait du bestiau. On a aujourd'hui une harde immense de cochons sauvages mutants, constructeurs d'iglous. On ne sait pas exactement combien, mais ils ont déjà envahi 750 000 km² de campagne canadienne. Ils progressent de 88 000 km par an, ravageant les cultures sur leur passage, évidemment, façon pelleteuse. Alors c'est d'ores et déjà un désastre écologique, parce que les cochons géants, ça déracine les plantes, ça provoque des érosions, ça bouffe tout et n'importe quoi, y compris la faune locale. Ça transmet des virus, des parasites et des bactéries à d'autres animaux, mais également aux humains. On sent venir une nouvelle petite zoonose qui pourrait foutre bien le bazar. Bref, c'est la cata. Il va falloir gérer ça très rapidement, car au rythme auquel cette armée avance, les USA seront bientôt envahis à leur tour par cette espèce de porc hyper bourrin, hirsute et très dangereux pour la biodiversité. Ah tiens, du coup possible qu'avec Donald Trump, ils soient au final copains, comme cochons. Magnifique chute. Merci Max Bird. C'est toujours épatant, on est bouche bée, je dirais. Oui, je pense que Guillaume Meurice n'est pas d'accord, le connaissant. Il faut laisser les cochons nous envahir tranquillement. Mais non, pas du tout. C'est encore une fois l'être humain qui a fait de la merde. Et voilà, qu'est-ce qu'on fait en est maintenant là. Et ben on fait du saucisson. Et voilà. Et tout le monde est content. Et comme ça, on refait de la merde encore une fois. Très bien. C'est là que je suis toujours soulagée qu'on passe à la musique. Oui, je vais d'abord dire encore un grand merci à Max Bird, qu'on retrouve très très vite et qu'on adore, et qu'on peut retrouver aussi sur sa chaîne YouTube, bien sûr. Et puis place à la musique, c'est toujours avec un standard, avec la classe qu'on démarre avec Akalewobe. Alla yemti grundink yehons Wizerit Ethiopia Mentit abekalesh Fitsum Ethiopia wit Anama di mama Wizerit Ethiopia Konjit in by Tramech ወደፊት ውጪባ ደባባይ እንቃወማለን አንቺን በክፉ የሚያይ እንከን የሌለብሽ ከግርሽ እስከ ራስሽ ሴትን አስከባሪ እኔ ነኝ ባይማነሽ Akalewobe avec le musicien éthiopien Jirma Beyene. Et je pense que Djoubaka a programmé ce titre pour me faire prononcer le titre, qui est Enken Yenken Yel. On enchaîne avec tout de suite le journal de 17h17. Oui.
Évolue bien, oui. Certains parlent d'une seconde vague. On peut tout imaginer, on peut avoir de l'imagination surtout, mais c'est de la science-fiction, donc... Le journal de presque 17h17. Grâce à la force, on arrive à influencer les esprits faibles. On commence par les titres. L'OMS prévient que le nouveau coronavirus ne disparaîtra peut-être jamais. Oui, du coup, on propose de le rebaptiser le Manuel Valls. Surtout que lui aussi mute facilement de conviction. Hier, la loi contre la haine en ligne a été définitivement adoptée par le Parlement. Oui, pas si sûr, puisque ce matin, le compte Twitter de CNews, qui diffuse des extraits d'émissions, était encore ouvert. Et les brèves ? Oui, l'OMS prévient que les brèves également pourraient ne jamais disparaître. Aïe, aïe, aïe. Ouais. Vous n'étiez peut-être pas prêt pour cette info-là. Ah, c'est ça. Les brèves, c'est comme Manuel Valls, je savais bien. Toutes les saloperies vont rester, quoi. On commence par cette info qui a beaucoup choqué en France. Le groupe pharmaceutique français Sanofi annonce qu'il livrera les États-Unis en premier si un vaccin est trouvé contre le coronavirus. Ouais, Sanofi, c'est un peu le Gad Elmaleh du vaccin. Il ne serait rien sans les Américains. La secrétaire d'État à l'économie, Agnès Pannier-Runacher, jugerait la chose inacceptable. Eh oui, Agnès Pannier-Runacher, qu'est-ce qu'elle disait le 10 mars, juste quand la crise du coronavirus était en train d'arriver? C'est plutôt le moment de faire des bonnes affaires en bourse aujourd'hui. Eh ben alors, elle est plus pour la loi de l'offre et la demande, Agnès. Oh, on l'embrasse. En tout cas, s'il y a un vaccin contre l'incohérence, on sait à qui on le refilerait en premier. Sibeth Ndiaye. Oui, aussi, mais... Non, Alex, c'est l'info suivante. Pardon, l'info suivante. Ouais, voilà. Sibeth Ndiaye a annoncé la remise d'une médaille de l'engagement face aux épidémies. Eh ben, les soignants, de quoi on se plaint, ça va? Les applaudissements à 20h, la médaille, pour y gâter ces gens. Politique encore, face à la crise, les Républicains planchent sur un plan de relance économique. Voilà, c'est vraiment très gentil, mais je pense que les Républicains devraient déjà nous prouver qu'ils sont capables de se relancer eux-mêmes. Et puis on verrait pour l'économie. Sachez qu'à partir d'aujourd'hui, de nombreuses plages françaises sont de nouveau accessibles, mais attention, en mode dynamique. Alors là, il faut préciser, qu'est-ce que c'est que le mode dynamique alors? C'est-à-dire qu'il faut bouger, vous pouvez pas vous allonger comme ça sur votre serviette et faire la crêpe, quoi. Ouais. Ah, gros coup de bol pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson qui pourront donc profiter pleinement de la plage. Oh là là. C'est moche. Oui, c'est moche. International. Donald Trump s'est dit en désaccord complet avec son conseiller santé, le docteur Fauci, qui lui veut maintenir les écoles fermées. Ouais, mais cette fois, moi, je peux comprendre. Trump, il s'était dit, cette année, vraiment, je valide ma CM2, et paf, on lui interdit. Télévision maintenant, car dans ses jeux télé, Nagui a remplacé le public par des mannequins. Ouais, mais génial. J'espère que pour mon retour, Michel Drucker va faire la même chose. Parce non, que... non, attendez, c'est des mannequins en plastique, Alex. Ok. Ouais, enfin, au point où j'en suis, ça ira quand même. Bon, alors restons dans les médias. Sachez que c'est l'anniversaire aujourd'hui de Michel Simès. Ah bah, bon anniversaire Michel. Qu'est-ce qu'on lui souhaite? Bah déjà, la santé. Hein. Ce serait con qu'il attrape une petite grippette, par exemple. Hein. Et les brèves. Dijon, il vole un billet à une octogénaire et le cache entre ses fesses. Allez dire après que l'argent n'a pas d'odeur. Allez, la dernière. Et ouais, une info pratique. Le sanctuaire de Lourdes rouvre ses portes aux pèlerins ce samedi, mais seulement partiellement. Donc si vous êtes paralysé des deux jambes et que vous allez à Lourdes, bon, au mieux, vous revenez à cloche-pied. Mais c'est déjà pas mal. Merci Alex Vizorek. De rien, Charline Vanhoenacker. Alors moi je dois sans doute aimer quand la nostalgie affleure la bonne humeur, parce que j'aime ce moment où l'on referme un livre. Et j'aime tout autant quand vous le faites en proposant le dernier volet d'une lecture de classique, Juliette. Et ce classique, c'est Nana d'Émile Zola. Oui, alors je vous avais laissé... Alors là on est au début du chapitre 10, on va faire court. Muffat, le comte, revient et il a compris cette fois-ci qu'est-ce qu'il fait. Il paye, notamment un hôtel particulier dans les quartiers chics avenue de Villiers dans le 17e à Paris. Et c'est un lançage, je cite Zola, un lançage brusque et définitif. Nana réussit un prodige, elle qui est si godiche à la scène devient à la ville l'actrice en vue, je cite encore Zola. C'était des souplesses de couleuvre, un déshabillé savant comme involontaire, exquis d'élégance, une distinction nerveuse de chatte de race, une aristocratie du vice, superbe, révoltée, mettant le pied sur Paris en maîtresse toute puissante. Le comte Muffat a exigé en échange la fidélité de Nana, le brave homme, et il ne l'aura
pas. Le détraquement est en route, Nana croque de ses dents aiguës, tout homme qui passe, et Zola n'y va pas en douceur. Brusque et définitif, il l'avait dit. Alors Nana croque, Nana s'ennuie, alors Nana croque plus, et elle s'ennuie à l'avenant. Elle se détraque. Brusque et définitif, ça veut dire que les hommes croqués perdent fortune et santé mentale, et parmi les ruinés, on compte au moins 3 suicides, dont un qui se fait flamber dans son écurie avec ses chevaux. Couillon, va. Et Nana, est-elle le poison, la mouche d'or, le monstre malfaisant qui corrompt le Second Empire? Zola lui fait dire à elle: nom de Dieu, c'est pas juste. La société est mal faite. On tombe sur les femmes quand ce sont les hommes qui exigent des choses. Dans Brusque et définitif, il y a définitif. Les derniers chapitres sont particulièrement violents, viciés, sans appel. Le tourbillon devient ouragan biblique. Oui, voilà, si Zola était un plat, ce ne serait pas une endive avec un filet d'huile d'olive, ce serait un couscous royal, avec boulettes, merguez et poulet. Ce ne serait pas une aquarelle de Marie Laurencin, ce serait la coupole de la basilique Saint-Pierre. Ce ne serait pas une petite musique de chambre pour tambourin et piccolo, ce serait un opéra wagnérien avec invasion de la Pologne. Si tu n'as pas les épaules lectrices, lecteur, tiens-toi loin des Rougon-Macquart. Et puis on arrive à la fin du roman. On est en 1870, Napoléon III vient de déclarer la guerre à la Prusse. Le ministre de la guerre dit à l'Assemblée: nous sommes prêts, archi prêts, nous avons commandé des masques. Non. Il dit simplement: nous sommes prêts, archi prêts, et à lui aussi, ça va faire tout drôle. Et pendant ce temps, pendant que les hommes se préparent à faire de leur pire, Nana meurt. Dans une chambre d'hôtel anonyme d'une maladie infectieuse et épidémique. Sérieusement, Juliette ? Ouais, sérieusement. Une épidémie de petite vérole sévissait en France à cette époque, 90 000 morts en 2 ans, et Nana en meurt. Alors lequel de tous ces hommes éperdument amoureux veille sur elle, le comte Muffat ? Non, il pleure sur un banc dans la rue devant l'hôtel. Fontan, l'acteur comique, alors il est prêt, lui, à monter la saluer, et puis on lui dit que c'est la petite vérole. Alors il fait demi-tour en expliquant qu'il a failli la voir à l'âge de 5 ans. Les hommes attendent devant l'hôtel, mais Nana n'est pas seule. Sa vieille rivale, Rose, malgré les risques, est là pendant des jours et des nuits. Jusqu'à la fin, Rose dit: nous n'avons guère été gentils l'une pour l'autre. Eh ben, vous voyez, j'en suis imbécile. Oh, toutes sortes d'idées, une envie d'y passer moi-même. La fin du monde. C'est comme ça un classique. Ça te rappelle que le monde d'avant, c'était le même que le monde d'après. Merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, merci beaucoup. Et on peut évidemment réécouter les 3 précédents épisodes de cette lecture de Nana, de Zola. Émile Zola, c'est pas le 3e frère d'Ardenne un peu? Cette précision sur l'oral de français me permet de passer du bac à ce qui se trouve dans les bacs. Ah, c'est brillant, nom de Dieu. Quel talent. Ce qui se trouve dans les bacs, je dirais ce qui se trouve dans le bac du fond de certains magasins de disques interlopes, mais que voulez-vous, c'est là qu'elle s'approvisionne. C'est Mélanie Bauer, bonjour. Bonjour les amis. Ah oui. Puisqu'on ne voyagera plus, autant s'évader un peu. De Melbourne, voici Banana Gun. Ils sont choux comme des déconfinés sur les pelouses des quais de Seine, cheveux en vrac, chemise bariolée, 5 hippies australiens, 4 garçons et une fille aux percussions, parfois un petit peu plus, avec des saxos, des voix additionnelles. 2 jeunes musiciens armés de pistolets bananes et de machines à voyager dans le temps sur tous les continents. Banana Gun s'est formé autour d'un chanteur-guitariste flûtiste, forcément, Nick Van Bakel, qui prêche la non-violence et l'acceptation de soi, l'illumination de la beauté du monde. Il est parfait pour nous emmener flotter joyeusement sur des champignons, être à la fois fille et garçon, respecter la nature et taper sur des bongos.
Banana Gun sort donc son premier album, The True Story of Banana Gun, le 26 juin prochain chez Full Time Hobby, avec des références impeccables, Fela Kuti, Osmouthantes, The Monks et Cerise sur le gâteau, le livre de la jungle. Le premier single est déjà en écoute sur le net et d'une justesse et d'une joie enivrante. People talk too much, les gens parlent trop. À méditer en écoutant. Poussez vos cheveux, mes amis. The Story of Banana Gun, sorti le 26 juin prochain chez Full Time Hobby. Salut les copains! Merci Mélanie Bauer. Vous faites partie d'une équipe que va nous décrire Alex Vizorek. Mais oui, on a déjà entendu Max Bird et Juliette Arnaud. On doit encore entendre Thomas Croisière et la biographe officielle de Jack London qu'on a retrouvé. Vous êtes avec nous, Clara Dupont-Aignan? Bah, si les Cévennes et le réseau le permettent, oui, je suis avec vous pour l'instant. Oui, on vous avait annoncé comme perdu, mais on vous a retrouvé. Je m'étais dit que peut-être on pouvait se considérer comme perdu et qu'il allait se passer quelque chose entre nous, mais non. On vous a retrouvé. Passons à celui qui, après Chris Waddle, Akhenaton et Francis le Belge, a une nouvelle idole à Marseille. C'est Guillaume Meurice. Oui, je vais vous parler de Didier Raoult, bien évidemment, parce qu'il y a des choses assez agréables dans la vie d'un chroniqueur radio, et c'est notamment de recevoir des mails d'insultes. Parce que c'est un truc qui me plaît beaucoup. J'apprends beaucoup de choses, essentiellement sur la profession de ma mère, d'ailleurs. Les gens sont hyper bien renseignés et dans une misère sexuelle assez redoutable. Alors, au top 3 des plus réactifs dans les mails d'insultes, bon, on a les militants nationalistes, ça c'est un petit peu classique. Je dirais que c'est la base. Si t'es chroniqueur à France Inter et que tu t'es pas fait traiter de sous-merde de bobo sur Twitter par Saucisson75, clairement, il faut te reconvertir, t'es pas dans le bon job. Il y a aussi les macronistes, les insoumis. Enfin, en règle générale, tous ceux qui confondent la politique avec l'ordre du temple solaire. Mais je dois dire que depuis 2 mois, s'ajoute à la liste certainement mes préférés. Ce sont les fans du professeur Raoult. Alors eux, je les adore. Je les adore d'ailleurs autant que le professeur Raoult lui-même. J'aurais adoré le contacter, mais là, il se trouve qu'il bosse sur un remède au Covid à base de céleri rémoulade et de staphylocoque doré. Donc bon, on devrait pas tarder à le voir à la cantine de Radio France. Ça, c'est quand même la bonne nouvelle. Mais en attendant, je suis allé rencontrer ses fans et il y en a plein dans la rue. On commence avec cette dame qui est à fond avec lui. Bien sûr, à 100%. Mais alors même si parfois il dit des conneries? S'il en dit, c'est des petites, c'est pas des... ça n'a rien à voir avec son métier, quoi. Bah,
Il a dit quand même que l'épidémie, elle ferait moins de morts que les accidents de trottinette. Oui, mais on lui pose des questions, donc à un moment donné, c'est sûr qu'il va dire une connerie. Oui, c'est le problème. C'est le problème quand on vous pose des questions, on finit par dire des conneries. Et puis le professeur Raoult, c'est un cador dans les maladies infectieuses, mais en trottinette, il connaît rien du tout. Donc il peut pas savoir. Tout ce qui est trottinette, il faut demander à Alex. Hein, n'est-ce pas, Alex? Vous aimez bien la trottinette? Mais je sais que vous aimez bien fendre la ville comme ça, bouclette au vent, et puis réduire votre espérance de vie de 40 ans. C'est ça, c'est votre passion. Enfin, chacun son truc. J'ai un casque, il faut le dire. Ah oui, alors 30 ans, alors je vais dire. Okay. En tout cas, que ce soit les maladies ou les trottinettes, il faut se méfier des comparaisons. Pourquoi on veut toujours comparer les choses? Ah non, mais c'est lui, c'était sa comparaison à lui. Oui, mais voilà, c'est parce qu'on lui a parlé, on lui a dit, donc il a sorti ça. Voilà. Comme il aurait pu sortir autre chose. En fait, faut pas lui parler, quoi, pour pas qu'il dise de conneries. Voilà, arrêtez de lui parler. Arrêtez de parler au professeur Raoult, parce que c'est vrai que quand il dit rien, il dit pas de conneries. Il y a que Sibeth Ndiaye qui réussit à dire des conneries sans parler. Parce que ça c'est un niveau au-dessus, c'est vraiment une pro. D'ailleurs, vous savez qu'Olivier Véran, il est neurologue à la base. Et s'il a accepté le poste de ministre, c'est qu'entre Sibeth Ndiaye et Castaner, ça lui rappelle pas trop le boulot. Il est quand même tranquille, ça lui permet de passer à autre chose, quoi. Alors, c'est vrai que Didier Raoult, des fois, il parle tout seul. Par exemple, là, il a dit dernièrement, vous inquiétez pas, il n'y aura pas de deuxième vague. Qu'est-ce qu'elle en pense, cette fan? En fait, tout est possible. Mais ça, c'est pas une connerie dans son métier. Ouais, mais comme il n'avait pas vu venir la première, est-ce qu'on peut lui faire confiance? Ah ben, ça, de toute façon, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Et puis... J'ai l'impression que vous n'êtes plus à 100%. Pour moi, c'est pas des conneries. Il dit ça, comme si on disait des choses en l'air, comme ça, puis après, on pense, et puis on se dit non, pourquoi j'ai dit ça? Il ment pas, mais il dit des choses un peu au pif, quoi. Eh ben, parce qu'on lui demande de parler. Alors, à force de parler, on en dit tous des conneries. Je vous le fais pas dire. Moi, je suis payé pour ça. Donc, c'est pas moi qui vais vous contredire là-dessus. Mais bon, si je dis qu'il faut bouffer des Smarties pour guérir de la tuberculose, ça aura quand même moins de conséquences. C'est tout. Voilà. Je ferai juste un club avec Michel Larocque et puis je serai content, quoi. Mais, moi, sinon, évidemment, je suis pas contre les gens qui disent des conneries. Sinon, je vous rappelle que j'aurai plus de chroniques à la radio. Donc, ça serait pas bien malin. Alors, allons voir une autre fan de Didier. C'est un homme sensé, c'est un homme intelligent, c'est un homme qui a tout compris depuis le début. Je trouve que moi, j'ai entièrement confiance en cet homme et j'en ai marre de voir tous ces toubibs à la télé tous les jours qui viennent bavaner, qui viennent raconter tout et n'importe quoi. Parce que je suis quand même branchée sur CNews, c'est un peu mieux que les autres. Et j'écoute beaucoup à 7h parce que j'adore écouter Éric Zemmour et les gens intelligents. Ah oui, oui, c'est le problème. Oui, mais ça, c'est le problème de l'intelligence. Parce que moi, c'est l'inverse. Trop d'intelligence, ça me stresse. C'est pour ça que je me sens bien avec vous, d'ailleurs. Et c'est pour ça que je regarde plus CNews, parce qu'il y a que des experts. Le niveau, il est trop haut pour moi. L'autre jour, je regardais un débat entre Jean-Claude Dacier et un verre de Ricard. Je pigeais rien du tout. Je veux dire, ça me rend humble. Moi, quand j'ai besoin de couper, je mets France Culture. Au moins, ça me détend. Allez, passons encore à une autre fan qui nous parle de Didier, toujours. Une idole. C'est votre idole? Oui. Écoutez, franchement, il a raison, hein. Comment vous pouvez être sûr qu'il a raison? Parce que la chloroquine, en fait, c'est un médicament qui est utilisé depuis 1949. Puis là, c'est pas la peste noire, quand même, non plus. Mais oui, c'est pas la peste noire de 1949, bien évidemment. Peste noire qui n'est pas le surnom de Laetitia Avia. Je préfère préciser avant de me faire traiter de raciste. Laetitia Avia, pour ceux qui n'ont pas suivi l'enquête de Mediapart, c'est une députée de La République En Marche. Si vous voulez, dans sa tête, c'est Martin Luther King, mais dans son comportement, c'est Michel Leb. Voilà, c'est pas simple pour elle à gérer tout ça. Mais bon, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est Didier. Et comme je tenais quand même à ce que cette chronique soit quand même totalement objective, comme d'habitude, il fallait que je termine par une dame qui l'aime quand même un peu moins. Il a une façon de se présenter qui est un peu bizarre. C'est vrai qu'avec ses cheveux longs, gras, ça ne m'inspire pas vraiment confiance. Peut-être que les cheveux gras, ça éloigne le coronavirus. Oui, mais je trouve que dans un milieu où tout doit être aseptisé, c'est pas vraiment le look que je préfère. Hein. Voilà, ça c'est vraiment un bon argument contre Didier. C'est vrai que c'est l'égérie de la chloroquine, mais pas de Head & Shoulders. Le pire, je vais vous dire le pire dans tout ça, c'est qu'il a peut-être raison sur certaines choses, quoi. Mais quand on dit trop de conneries, c'est difficile d'être crédible. Daniel Cohn-Bendit aussi, c'est peut-être un bon pédopsychiatre, mais on lui fait plus trop confiance après ce qu'il a dit. Sauf Libé qui le met en une, évidemment, en attendant celle de demain avec Christian Quesada. Voilà. Alors ça, c'était pour m'assurer d'avoir aussi des mails d'insultes des sociodémocrates, parce que ça me manque un petit peu en ce moment. Allez, je vous laisse, je vais aller répondre à tout ça. À bientôt. Guillaume Meurice.
Oui, c'est moi. Oui. Non, parce que quand les gens ils vous écrivent, le truc c'est qu'ils m'écrivent à moi aussi. Ah oui, après, vous mettent en derrière, copie, c'est vrai. Oui, ils me mettent en copie, Voilà. c'est ça qui est bien. C'est ça qui est de bien. Désolé pour les jours qui viennent. Ben, Alex, peut-être vous pouvez me remplacer à partir de demain pendant une dizaine Moi, de jours. le temps je ne que- sais pas qui vous êtes. J'en parlais avec Laurent Ruquier ce matin, qui prépare sa succession sur RTL. Je ne vous connais pas. Merci vraiment chaleureusement, Guillaume Meurice, Je et vous en merci prie. à tous les gens dans la rue qui collaborent à cette magnifique chronique. Ressaisissons-nous car c'est l'heure des devoirs, les Oui, amis. alors attention. Tout à fait. Nous avons confié un exercice à Alex Vizorek pour débuter. Exercice d'histoire, attention, pour féliciter les soignants de leur engagement, je l'ai dit tout à l'heure, on va leur donner une belle médaille. Et ils ont réouvert une loi de 1884 pour pouvoir donner des médailles en période de pandémie. Alors, parmi les événements suivants, lesquels ont eu lieu en 1884 ? A. George Orwell a publié 1884, mais l'imprimeur s'est trompé et a écrit 1984 sur le livre. B. Une loi a été votée pour le rétablissement du divorce en France. C'est possible, on peut aussi apprendre des choses dans cette émission. Hein, ça arrive pas tous les jours, profitez-en. C. En 1884, on craignait le bug de l'an 1900 qui allait faire se planter toutes les machines à écrire de l'époque. D. La diffusion en 1884 du premier épisode de Par Jupidémie, émission réalisée à l'époque par les Frères Lumière, et la première invitée était Louise Michel. C'était choisi par les gens de notre équipe, quoi. Eh ben, pour retrouver la bonne réponse là-dedans, et il y en a une. Hein. À présent, mon exercice de mathématiques. Sous la Ve République, un ministre est démissionné en moyenne après 6 couacs et 3 mensonges. En appliquant cette statistique, à quelle date aurait dû démissionner Sibeth Ndiaye? Et serait-elle partie plus tard ou plus tôt que Jean-Michel Blanquer? Ouais, c'est dur ça. Ouais. mais non, mais voilà. J'en ai un petit pour vous si vous voulez. Petit Oui. exercice. En anatomie, c'est tout simple. En anatomie, à quoi sert le coude? À le mettre à table, sur la table, là, quand on mange, pour embêter les parents. À éternuer. À faire charnière entre l'humérus et le cubitus. Plein de trucs en us. Enfin bref, entre le bras et l'avant-bras. Ou à se les battre, comme dans l'expression qu'on entend près du canal Saint-Martin. On s'en bat les coudes de la distanciation sociale. Les corrigés sont sur la page Facebook de l'émission Par Jupiter, par Jupidémie, et sur la page aussi de notre émission sur franceinter.fr. Alors, comme on vient de parler du corps, de l'anatomie, par précaution, je vais faire la transition avant de laisser Alex annoncer la chronique de Clara. Voilà. Hein, transition, on laisse passer quelques secondes, on oublie ce qui s'est passé avant, les gens ont oublié, on dit à vous Alex. L'anatomie de Clara, tant de désirs contenus dans un corps svelte, emballé dans des vêtements qui furent à la mode, c'est sûr, à une autre époque, comme les romans dont elle nous parle depuis le début du confinement. Bonjour Clara Dupont-Mono. Bonjour Alex, bonjour les confins. Bonjour aussi à tous ceux qui trouvent que le désuet a du charme et qui est l'avenir en fait de la modernité. Ça c'est pour la petite seconde philosophique. Alors en effet, Alex, vous avez raison, deuxième et dernier volet consacré au trimard de Jack London, mais comme vous me l'avez expressément demandé, Jack Attack Again. Le trimard donc, c'est le carnet de bord de Jack London lorsqu'il avait 18 ans et qu'il a vécu pendant 6 mois parmi les vagabonds de l'Amérique. Et il les appelle les trimards parce que ce sont ceux qui triment. Et pour les raconter, il a choisi quelque chose que j'adore. Il a choisi la forme en séquence. Il écrit des petites scènes et chaque petite scène est un mode d'emploi. Comment monter dans un train sans billet, comment trouver un abri pour la nuit ou un repas, comment parer les coups, survivre dans une cellule de prison ou comment mentir. Et à propos de mensonges, là il y a la scène pour moi ma préférée de tout le livre, c'est qu'à un moment, Jack London, il a tellement faim qu'il va directement frapper à une porte pour demander à manger. La porte s'ouvre et coup de bol, c'est une dame qui a plutôt l'air gentille.
Et là, instantanément, il sait qu'il doit mentir, inventer une histoire. Car sachez que le succès du mendiant dépend de sa capacité à raconter une histoire qui se tient, écrit Jack London. Et pour ça, il dispose de même pas une demi-seconde. Je cite, « Avec la rapidité de l'éclair, il doit deviner la nature de sa victime et concevoir un récit qui touchera sa cible. Le trimard, pour réussir, se doit d'être un artiste. » Donc pour la petite dame, il se transforme immédiatement en un jeune homme très loin de vous, Alex, un jeune homme doux, accessible, modeste, malchanceux, et qui dit d'une voix... Je suis très accessible, hein, si vous voulez. C'est vraiment c'est celui des 4 que je suis le plus. Hein. Pas très humble. Et qui dit d'une voix étranglée, c'est la première fois que je quémande, et il étouffe un sanglot. La dame, prise de tendresse, le fait asseoir et lui pose des questions. Où sont vos parents, par exemple? London réfléchit à toute vitesse sous son masque triste et il répond dans un souffle faussement épuisé. Mon père est mort il y a 2 semaines. J'étais avec lui quand c'est arrivé. Et il enchaîne sur l'accident qu'il invente. Et quand la dame casse des œufs pour les faire frire avec du lard, il se dit que c'est presque gagné. Donc il en ajoute une couche. Sa mère, elle est morte aussi. Allons-y. Et là, il est en route pour retrouver sa sœur mariée à un plombier. Voilà, il invente cette sœur-là. Et cette sœur-là qui s'est inventée, il s'en servira beaucoup. C'est son mensonge préféré. Si bien que, je cite, « Lorsque je parle d'elle, je la vois pour de bon. C'est une femme forte, maternelle, qui frise l'embonpoint. » Non mais c'est quand même génial qu'il aime tellement ces mensonges qu'il se surprend à penser qu'ils sont absolument vrais. Et il y en a un autre qui a fait ça, qui s'appelle Mark Twain, qui est un auteur que j'adore, qui a écrit Les aventures de Tom Sawyer. Et c'est l'école américaine du mensonge, du mendiant. C'est très formateur parce que Jack London a écrit « J'ai souvent pensé que c'est à cet entraînement de mes jours de vagabondage que je dois d'avoir réussi comme conteur. » Donc moralité, le mensonge est quand même le terreau de l'art, à méditer quand les sécateurs de la transparence s'inviteront dans nos jardins secrets. Enfin, je fais comme Maurice, je fais des moralités maintenant. Clara Dupont-Mono, merci. Est-ce qu'on peut quand même dire une chose toutes les références sur Jack London? S'il est américain, franchement, c'est qu'il est pas très très bon en géographie. Si je peux, enfin voilà. Après, c'est peut-être un bon auteur. Ça, on l'aura. C'est vrai. D'accord. Bah merci beaucoup, Alex, pour cette intervention. Précision. Je rappelle que c'est son point commun avec Paris Hilton d'ailleurs. Voilà. Je vais donner les références pour ceux qui savent à peu près sur les clous, hein, qui ont plus de neurones. Carnet du trimard de Jack London est paru chez Talandier. Merci Clara Dupont-Mono. Vous pouvez, ouais. Alex Vizorek se croit à un apéro Skype. Il oublie qu'il y a des auditeurs, tout ça. Non, je suis en apéro Skype avec les auditeurs, ouais, c'est ça. Ce n'est rien de nouveau. Mais si toute existence fut déjà notre esprit, s'abuse étrangement pour la seconde fois. Il donne en vain naissance, dérobant les trésors, à l'abri des lumières. Le soleil en son tour me montrait votre image, pour quelque antique livre, du temps où l'art d'écrire apparaissait au jour. J'aimerais voir ce que ce vieux monde a pu dire. Ah, j'en suis bien certain. Les esprits d'un autre âge, à de moins beaux objets, ont donné leur suffrage. Par moi, par toi le jour, mon corps la nuit, mon âme se voit ainsi privée du repos qu'il réclame. Voir si nous progressons ou si nous faisons pire, si rien ne change au cours. De nos révolutions. S'il n'est rien de nouveau, mais si toute existence fut déjà notre esprit, s'abuse étrangement pour la
la seconde fois me montrer votre image pour quelque antique livre du temps où l'art d'écrire apparaissait au jour. J'aimerais voir ce que ce vieux monde a pu dire. Ah, j'en suis bien certain. Les esprits d'un autre âge, pas de moins aux objets, ont donné leur suffrage. Par moi, par toi le jour, mon corps la nuit, mon âme se voit ainsi privé du repos qu'il réclame. Ézéchiel Payès qui chantait Bien Certain, c'est un titre de la playlist France Inter, la radio que vous écoutez en ce moment avec l'émission Par Jupidémie. Alors comme on ne fait plus de rencontres et que tout tourne autour de la cuisine et du salon, les conversations s'en ressentent. Et qu'est-ce qu'on a encore à se raconter après 2 mois d'enregistrement à distance? C'est le making of. Et sinon, vous, depuis le déconfinement, vous êtes sortis acheter des trucs ou pas, vous? Moi, j'ai rien acheté encore. Moi, j'ai acheté un grille-pain avec une pince à toast. Ouais, hyper bon. Alors, mais il y a un truc que je n'ai pas compris, c'est quoi une pince à toast? Bah, tu sais, quand le pain il reste coincé comme ça, je mets pas les doigts ou une cuillère. Je me brûle pas ou voilà. J'ai une petite pince à toast pour aller chercher. Pince en bois. Ah, pince en bois. Ah ouais, c'est c'est comme super une pince pratique. à cornichon, mais c'est pas pour les cornichons, c'est pour les toasts. Sinon, on Ah appellerait ouais. ça une pince à cornichon. Mais là, on appelle ça une pince à toast. En fait, il y a un indice souvent dans le. Non, mais à partir du moment où on a un pouce préhensible, qu'est-ce que. Non, mais c'est quand, chaud dans quand le il est coincé toaster. vraiment dans le truc et qu'il se met à faire chaud avec la résistance et tout, toi, tu te brûles. Bah ouais, moi je me brûle, moi. Ah, après, il y a une deuxième fonction, c'est la pince à toast, c'est pour épiler les toasts aussi. Meilleur. Ah non, c'est pas de vrai. Non, c'est pas de vrai. C'est pas de vrai. Alors moi, si vous voulez tout savoir, je suis allé acheter mon toaster là-bas et comme c'est une petite boutique, c'est un peu plus cher, mais tu vois, elle sait que c'est un peu plus cher. Et ben, elle m'a offert la pince à toast. Et là, je lui ai dit, bah, voyez, tout le monde est gagnant parce que moi, je fais une bonne action avec le commerce local et vous m'avez fait plaisir. Moi aussi, je suis allée chez ma caviste, elle m'a offert un tire-bouchon. Il est temps qu'on rentre. Il est temps qu'on rentre à la radio. Et qu'on se taise dans les breaks de l'émission. Maintenant, je me tais. C'était la séquence téléachat. Alors passons à ce qui est gratuit, à ce qui est la beauté du geste. Passons à l'art apprenant bien sûr, avec le dessin. Et je dois vous féliciter, chers auditeurs, car ce défi de représenter les naufragés du radeau de la Méduse qui respectent les gestes barrières, vous avez réussi à faire des jolis dessins. Bravo à Nicolas qui a 40 ans, Philippe 29 ans et Solange 11 ans. Les dessins sur notre page Facebook sont vraiment bluffants. Alors, comme vous êtes hyper balèze en dessin, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un exercice de poésie cette fois. L'Académie française recommande depuis lundi de dire la Covid au lieu de le Covid. Très bien, si ça marche comme ça et que quelqu'un décide que les mots changent de genre comme ça du jour au lendemain, qu'à cela ne tienne, réécris les 9 premiers vers de la fable Le Corbeau et le Renard en féminisant tous les mots. Tu féminises le corbeau, l'arbre, le fromage, le langage, tout. Et tu envoies la fable à Éric Orsena, 23 quai de Conti, à Paris, ainsi que sur Twitter, #parjupidémie. Donc, les 9 premiers vers, c'est-à-dire mettre corbeau sur un arbre perché, jusqu'à vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. Voilà, on n'ira pas plus loin parce que quand même, il y a du taf. Allez, partons dans le sud-ouest où ces derniers temps, il a fait un temps à regarder des films sous la couette ou au coin du feu. Ça dépend jusqu'où vous êtes prêt à aller avec Thomas Croisière. Confiné volontaire avec mes 2 légendes de l'Ouest, je leur propose chaque soir la séance de Thomas Croisière. Et hier, c'était... Alamo de John Wayne. Mais non, pas Franck Alamo, le chanteur yéyé. Zi Alamo, le western yankee, parce que chez les Croisières, on aime les westerns. Alors on a vu toute la trilogie de $. On a vu La prisonnière du désert. On a vu Il était une fois dans l'Ouest. Gaston, t'en as oublié un, indispensable. Tintin. On a vu Mon nom est personne. Papa voulait nous montrer Il était une fois la Révolution, mais moi j'ai dit non, ça ne tente pas.
Pas de révolution du roi Léon, alors ce sera The Duke himself, John Wayne, dans un film réalisé par John Wayne et produit par John Wayne. Je trouvais que c'était son frimeur et qu'il faisait trop son frimeur avec son casque de putois. C'est dingue. C'était pas Tu m'étonnes qu'il y ait un casque de putois. C'était impressionnant, ouais. Moi, j'aurais pas aimé d'être dans ce film. C'est une toque de trappeur en raton laveur, car il joue Davy Crockett, l'homme qui n'a jamais peur. Il s'était pourtant réservé un rôle mineur, mais pour réaliser en mode majeur. Mais avec 12 millions de dollars de budget, les producteurs exigèrent qu'il soit tête d'affiche aux côtés de Richard Widmark et Laurence Harvey. John Wayne paya même 2 millions de sa poche pour faire passer son message anticommuniste si cher à ses convictions. République, c'est un nom qui sonne bien. Ça veut dire qu'on peut vivre libre, dire ce qu'on veut, aller et venir où on veut, boire et prendre une cuite si ça vous chante. Il y a des mots qui me font de l'effet. Ça avait l'air bien, la République du monde d'avant. Et c'est pour celle du Texas que se bâtirent en 1836 les assiégés d'Alamo. C'est un chef d'armée, on nomme quelqu'un chef d'armée, un colonel, parce que il fallait une armée pour le Texas pour se défendre contre les Mexicains qui veulent reprendre le Texas. Et ils vont dans une ancienne église, la rebâtissent en fort, et ils essaient de recruter des hommes, et ils sont juste 300 contre 7000. Ils sont 200 contre 1500. 7000. Comme d'habitude, la préfecture et les organisateurs divergent, c'est énorme. Même si John Wayne prit quelques libertés historiques, dont cette scène du Director's Cut où l'on chante Happy Birthday to You, écrite 50 ans plus tard, l'essentiel, c'est que d'un côté, ils sont beaucoup de Mexicains et de l'autre, pas assez de Texans. J'ai bien aimé les batailles, les grandes batailles. Par contre, j'ai pas aimé le début de la bataille où en fait, ils cassaient le canon et après, 3 jours après, ils ont toujours pas fait une vraie bataille. Il fallait bien 13 jours de siège pour nourrir ces 2h40 de films qui donnèrent sans doute à Donald Trump et sûrement à mes enfants l'idée d'élever des murs. J'aurais bien aimé que Gaston et moi, on ait un fort comme ça et qu'on défonce Sam, qui est l'un de nos pires ennemis, qu'on défonce comme ça, avec des canons et des fusils. Sam, c'est leur général Santa Anna à eux. Surnommé le Napoléon de l'Ouest, l'aigle mexicain eut la délicatesse de laisser évacuer femmes et enfants avant de hisser le pavillon rouge signifiant pas de prisonniers. Moi, j'ai trouvé que la fin était totalement pourrie, que tout le monde mourait, etc. À son âge, j'avais aussi trouvé la fin pourrie, surtout celle de Jim Bowie et son célèbre couteau. Et puis, il y a Travis qui brise son sabre, Crockett qui détruit la réserve de poudre et les 184 autres héros d'un des mythes fondateurs américains et qui firent de la modeste mission d'Alamo le site le plus visité du Texas. Remember the Alamo et vive le cinéma. Thomas Croisière, Alfred Croisière, Gaston Croisière aussi. Merci beaucoup à tous les trois. Merci. On vous retrouvera donc lundi avec grand plaisir pour une nouvelle semaine de Mini Ciné Club, car c'est la fin de cette émission et c'est pour mieux vous retrouver demain. En tout cas, les tauliers de notre établissement à qui je dis merci, Alex Vizorek, le taulier, il y a quoi qui vous retrouve demain? Oui, c'est vrai. Eh ben ouais. Les autres, ils n'en peuvent plus le vendredi. Là, et moi, s'il y avait un samedi, je serais avec vous, Charlie. D'accord, très bien. Donc on retrouve Juliette Arnaud, Thomas Croisière et Guillaume Meurice lundi, c'est exact? Oui. Tout à fait. Oh là, c'est compliqué ce déconfinement, je suis perdue. Merci à ceux qui nous ont rejoints aujourd'hui. Eux, c'est fait, donc je peux les citer. Mélanie Bauer, Max Bird et merci Clara Dupont-Mono. Merci à vous. On vous retrouve aussi la semaine prochaine. Merci à ceux qui préparent cette émission, Nathalie Romero, Sarah Masson, Fabrice Rivaud, assisté de Kélian Yousfi, à la programmation musicale Djoubaka, à la réalisation François Audouin, à la coécriture et la coordination Ramzi Assadi, à la technique Alexandre Chenet et Julien Michel. Vive les applaudissements et les vieilles médailles. Et voici le mot de la fin, dédié à tous ceux qui sont flippés d'être retournés au bureau. Je voudrais un pot de chambre. Quoi? Ne riez pas, ne vous fichez pas de moi. Quoi? Un pot de chambre. Ah non, mais vous avez toutes les commodités. Je sais, tout marche très bien, mais j'ai besoin d'un pot de chambre. Voilà. Quelle taille? Comme ça, voilà. Comme ça, c'est petit. Mais oui, c'est petit, mais j'ai besoin d'un pot de chambre. Voilà, vous occupez pas. En mai, Arte fait son festival de Cannes. Le cinéma s'invite chez vous avec une programmation exceptionnelle.